Épisode 91, qui voit l'espoir triompher du chaos. Résumé de l'épisode précédent. Les Grecs cachés à l'intérieur du cheval ne se sont pas fait piéger par Hélène. Les Troyens, eux, se sont laissés abuser par le cheval, et l'armée grecque a pu entrer dans la ville. Un massacre a commencé. Cette nuit-là, Troie se retrouva à la proie des flammes. Artémis s'était d'abord laissé attirer par la vive lumière de la chambre d'Hélène. Elle avait aperçu Ménélas faisant irruption dans le palais de Priam et dégainant son épée. Il s'apprêtait à châtier sa femme. La déesse avait préparé une de ses flèches pour la protéger, mais Hélène s'était retournée, avait planté son regard fier dans celui de son époux, et sa beauté avait désarmé la colère de Ménélas. Artémis avait remis son arc sur son épaule et s'était glissée dans les ruelles de la ville pour voir si elle pouvait aider quelqu'un d'autre. Si je sauve ne serait-ce qu'un seul Troyen, qu'une seule Troyenne, alors peut-être que ce peuple échappera-t-il à l'anéantissement, se disait-elle. À cet instant, elle vit sortir d'une maison un attelage tout à fait étrange. Un homme, grand et massif, venait de quitter l'ombre du porche. Il portait sur son dos un vieillard qui avait noué ses deux bras autour de son cou. Lorsque celui-ci tourna la tête vers Artémis, elle découvrit ses yeux blancs, ceux d'un aveugle. L'homme tenait par la main un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de 5 ans. L'enfant trottinait aussi vite que lui permettaient ses petites jambes, mais l'homme avançait par grandes enjambées et le suivre était une prouesse. Allez, Ascagne, fais un effort, mon fils, accélère, supplia l'homme. Aîné, attends-moi. Une femme venait de refermer la porte, chargée de lourds baluchons. Maman, cria l'enfant. Il ne pouvait pas s'arrêter, emporté par la poigne de son père. Artémis, ému par cette scène, décida d'accompagner les fuyards. Aîné semblait connaître chaque ruelle, chaque passage secret de Troie. Il avançait en évitant les endroits d'où provenaient les cris et le bruit des armes, mais il essayait surtout d'échapper à l'incendie, car les flammes et la fumée gagnaient du terrain. Artémis remarqua alors qu'il tenait, glissé sous un bras, un sac ainsi qu'une petite sculpture. Elle reconnut la statue d'Athéna, celle qui se trouvait d'habitude au cœur de l'un des temples les plus importants de la ville. Laisse ces objets et cette statue, cria la femme, qui peinait de plus en plus à le suivre, et viens m'aider à porter nos affaires. Je ne m'en sors pas, c'est trop lourd. Tu sais bien que nous devons sauver nos dieux et nos objets de culte. Si nous parvenons à les emmener ailleurs, alors notre descendance sera sauvée, répondit Aîné. La petite troupe approchait de l'une des portes de Troie. Le vieillard gémissait doucement. Aie confiance, Anchise, je vais te sauver, dit Aîné. Je suis vieux et malade, abandonne-moi ici, mon fils, lui répondit Anchise. Jamais, mon père, jamais, s'exclama Aîné, plutôt mourir. C'est alors qu'Agamemnon, escorté par une poignée de soldats, surgit derrière la petite troupe. Artémis arma son arc, se préparant à défendre chèrement la vie de cette famille. Mais une chose tout à fait curieuse se produisit. Le chef de l'armée grecque, cet homme au cœur froid comme de la pierre, fut saisi d'émotion devant ce Troyen qui tentait d'arracher son vieux père aux flammes. D'un geste, il retint ses soldats. Cette pitié filiale méritait qu'on lui laisse une chance. L'impitoyable Agamemnon détourna la tête et entraîna ses hommes piller une autre maison. Aîné ne s'aperçut de rien, tout occupé à trouver le chemin le moins dangereux. Devant lui, des poutrelles enflammées s'écrasaient en faisant voler des gerbes d'étincelles, et la fumée de plus en plus noire les prenait à la gorge. Il finit par atteindre la porte par laquelle le cheval de bois avait été introduit dans la cité. En quelques heures, ce cheval avait semé la mort et la désolation et causé la ruine de Troie. Mais Aîné était parvenu à sortir de l'enceinte. Artémis avait décoché quelques flèches en direction des rares soldats grecs qui avaient tenté de le rattraper. Il prit l'enfant dans ses bras, poursuivant sa fuite éperdue. Hors d'haleine, il s'arrêta près d'un cours d'eau et fit glisser Anchise de son dos pour l'étendre sur l'herbe fraîche. Puis, avec des gestes infiniment doux et attentionnés, il lava le visage de son père et lui offrit à boire au creux de ses mains. Ascagne s'était déchaussée et barbotait dans le ruisseau. Artémis les observait cachés derrière un arbre, émue et heureuse de voir qu'ils avaient pu en réchapper. Soudain, Aphrodite arriva, surgissant de nulle part. Elle portait des traces de suie sur son visage fatigué, sa tunique était brûlée par endroits. Elle prit Aîné dans ses bras, et chacun laissa couler ses larmes. Mon fils, tu es sain et sauf, laissa couler. Mon fils, tu es sain et sauf, que tous les dieux de l'Olympe soient loués, dit-elle. Va, fuis le plus loin possible, tu fonderas un nouveau royaume et tu perpétueras le sang des Troyens. Puis, elle se pencha vers son petit-fils et l'embrassa avec tendresse sur le front. Mais le vieil aveugle reprenait ses esprits, et il avait reconnu la voix d'Aphrodite. Il interpella Aîné en ces termes. Dis-moi, mon fils, ta mère est-elle toujours aussi belle? Perdre la vue n'est rien pour un vieux boiteux comme moi, mais ne plus jamais pouvoir admirer la beauté d'Aphrodite est une immense douleur. Aphrodite se tourna alors vers ce vieillard qu'elle avait tant aimé autrefois, et lui prenant les mains, elle les promena lentement sur son visage. Tes yeux ne peuvent plus me voir, mais tes doigts peuvent te raconter, dit-elle doucement. Le sourire ébloui d'Anchise éclaira l'aube qui se levait alors. Artémis était bouleversée. Elle devina qu'Aphrodite serait furieuse de savoir qu'elle avait assisté à cette scène si intime, et décida de s'éloigner discrètement, puisque, grâce à Aîné, la race des Troyens survivrait.
Il lui tardait de retrouver Chiron pour élucider les mystères de ce carnage et partager avec lui l'espoir de la beauté du monde. À suivre.